La UI mériterait d'avoir plus de paramétrage moral, j'ai presque insisté en disant pourquoi tout est aussi petit et complexe. On l'a compris, la UI de Clair Obscur Expedition 33 a ses défauts. Mais pourquoi? Comment le design a-t-il été pensé? Pourquoi certaines décisions ont été prises? Et surtout, est-ce qu'il y a des contraintes qui ont mené à ces choix-là? Ici, les théories fusent. Pour certains joueurs, c'est fait exprès. C'est pour pousser à l'exploration des interfaces. Pour d'autres, c'est un choix esthétique assumé, au détriment de l'accessibilité et de l'ergonomie. Et pour encore d'autres personnes, ce sont simplement des mauvaises décisions. Alors, qu'en est-il réellement? Et surtout, est-ce que les designers ne sont pas les mieux placés pour répondre à toutes ces questions? Du coup, plutôt que de spéculer, j'ai décidé de contacter Sandfall et de leur demander si c'était possible de parler de la production et de tout le process de création des interfaces. Et suite à ces échanges, j'ai eu la chance de passer une journée entière avec Victor, UI programmeur, qui m'a tout raconté, de son arrivée jusqu'au lancement du jeu. Et vous avez pas rêvé, j'ai bien dit UI programmeur, pas designer. Spoiler, il y a énormément de choses dont vous n'êtes pas au courant quant aux interfaces du jeu, et il faut que le monde sache. Alors dans cette vidéo, je vais tout vous raconter. Le métier de Victor, son travail sur le jeu, le contexte dans lequel il est arrivé, les contraintes auxquelles il a dû faire face, la triple casquette qu'il avait, et toutes les anecdotes croustillantes qu'il m'a confiées. Parce que oui, les coulisses du jeu vidéo, c'est quelque chose dont on parle trop peu, alors que c'est fascinant et que ça mériterait que de plus en plus de joueurs et de joueuses soient au courant de comment ça se passe réellement. Sur ce, asseyez-vous bien, préparez votre petit thé café ou votre plat à manger, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Pour redonner un peu de contexte à celles et ceux qui sont pas forcément au courant, il y a un mois, je lance Expedition 33 en live et sur un accord commun avec le chat, je me suis lancé un challenge. Redesigner les menus du jeu. J'ai posté la vidéo début août avec toutes les étapes du process où je définissais les joueurs et joueuses type de Clair Obscur, où j'identifiais les plus grosses frictions du jeu, où je proposais des solutions que je prototypais et enfin où je vous demandais votre avis et faisais un récap de tous les résultats. Mais ce que j'avais pas dit à la communauté, c'est que pendant que je terminais et postais cette vidéo, en parallèle, j'ai envoyé tout mon redesign aux équipes de Sandfall. J'avais déjà eu l'occasion de les rencontrer dans le train du retour d'un gros événement de jeux vidéo, le Game Camp. Ils étaient donc déjà au courant que je travaillais sur ce projet et je leur avais direct dit que j'adorerais leur retour quant à ce redesign, qu'en gros, ce challenge c'était surtout un prétexte pour pouvoir échanger sur les différentes idées de design, de pourquoi une a été privilégiée par rapport à l'autre, de parler des contraintes qui ont été rencontrées, et à ce stade-là, ils étaient carrément partants. Alors, un mois plus tard, une fois le redesign terminé, je leur renvoie un message, je leur partage le prototype et je leur demande s'ils sont chauds pour qu'on s'organise une journée pour parler de tout ça. Et ça nous amène au jeudi 7 août, où je débarque directement dans leurs locaux et où je fais la rencontre de Victor que je vais pouvoir interviewer. D'ailleurs, il serait peut-être temps que je le laisse se présenter. Petite pause rapidos, juste pour dire que j'ai eu quelques soucis de caméra qui a surchauffé dehors en période de canicule. Du coup, il y a des drops de frame et je suis sincèrement désolée pour ça. J'espère que ça vous dérangera pas trop. En tout cas, ça n'enlève rien à tout ce que Victor raconte de super intéressant. Promis, cette fois, je me tais, c'est terminé, je laisse Victor parler. Du coup, je m'appelle Victor Boulez, je suis programmeur gameplay et interface utilisateur chez Sandfall. Mon parcours, en gros, j'ai fait école d'ingénieur et à la fin de mon école d'ingénieur, j'ai décidé de faire du jeu vidéo. Enfin, c'est une passion depuis longtemps et je savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie. De fil en aiguille, j'ai commencé dans ce milieu. J'ai fait mon premier stage chez Cyanide sur Blood Bowl 3, sur lequel je suis resté pendant à peu près 1 an et demi. Ensuite, le Covid a commencé, je suis parti en Angleterre. J'ai fait 3 ans programmeur UI chez Splash Damage. Ouais. J'ai bossé sur Transformers Reactivate. C'était un projet de TPS Transformers qui a été annulé l'année dernière. Ouais. Comme le projet est annulé, et moi j'en avais un peu marre, j'ai cherché un autre travail. Et c'est là que je suis tombé sur Sandfall, purement par hasard. Et ils cherchaient un programmeur avec mon profil orienté interface utilisateur, qui sache aussi un peu faire du gameplay, pour finir le jeu et aider les autres programmeurs à finir les tâches qu'il fallait finir pour la sortie. Je suis arrivé 1 an avant la sortie du jeu, en mars 2024, et voilà. Très propre. C'est tout. Très propre, très carré. Et si tu devais expliquer ce que c'est Prog UI, tu me dirais comment? Quand je présente mon travail à des gens qui ne connaissent pas, je dis je fais les menus, je programme les menus du jeu, donc j'explique le menu des paramètres, le menu de démarrage, de choix des personnages, de l'inventaire, des armes, des équipements, etc. Tu vas quand même pas mal toucher au gameplay côté UI. En fait, il y a tout ce qui est système adjacent à l'interface, les systèmes d'inventaire, les systèmes de gestion des persos, en fait, tous ces genres de systèmes-là, c'est souvent en parallèle et en coordination avec les gameplay programmeurs, et donc du coup les deux équipes expriment leurs besoins vis-à-vis de ce genre de système et participent à ce genre de système. Et plus tu as une petite équipe, et là chez Sandfall on n'est pas très nombreux, et du coup plus tu as une petite équipe, plus tu vas être push à tout sur la partie gameplay qui correspond à ce que tu as besoin pour l'interface. À la fois le front-end pur et dur et le
back-end côté gameplay. Et après, quand tu es sur des gros projets multijoueurs, le back-end serveur, c'est pas toi qui t'en occupe. Ouais, c'est un autre délire. Quand j'implémente l'interface des armes, je m'occupe de générer toute la liste des armes disponibles, de dispatcher les statistiques du perso, en fait de transmettre l'information que je récupère du gameplay. Je suis sur la page des armes de Verso, donc ces armes disponibles, c'est cette liste-là. Je vais chercher les informations de puissance, Lumina, etc. associées à l'arme pour les afficher, le niveau de l'arme. Je vais chercher les stats de Verso pour les mettre à droite. Et ensuite, je communique, je crée des événements qui vont ensuite dispatcher au système. Ok, là, j'ai cliqué sur le bouton. Système d'inventaire, maintenant tu m'équipes cette arme sur Verso. Système d'animation et de cinématique. Verso bouge avec son arme en mode pose stylé. Et voilà, en fait, je crée tous ces liens. Je crée tous ces liens. Et ensuite, typiquement, je crée le lien Verso pose stylé. Je dis à Guillaume, j'ai fait le lien Verso pose stylé. Derrière, tu peux brancher ton animation et faire ton lighting comme tu veux. Et voilà. Comme Victor a mentionné pas mal de métiers pendant qu'il expliquait en quoi consistait le métier de programmeur UI, j'en ai profité pour lui demander avec quel métier en théorie il était censé le plus bosser. En général, du coup, je vais reprendre l'exemple de Splash Damage, grosse entreprise. On était 150 sur le projet. L'équipe interface, c'était 12 personnes, 6 programmeurs, 3 à 4 designers, 3 artistes, 1 ou 2 producteurs. Et en fait, c'est les designers qui s'occupent du design de l'interface en amont sur Figma, sur XD, pour prévoir tous les cas de figure, les utilisations, faire des tests en amont, tester la navigation, tester l'iconographie. Ensuite, les artistes passent par-dessus pour habiller ce que les designers ont créé, définir des couleurs standards qu'on va utiliser partout, définir des tailles de texte, des couleurs de texte standards qu'on va utiliser partout, des tailles aussi. L'iconographie, toutes les guidelines en fait. Toutes les guidelines. Et nous, notre taf, c'est de programmer ça sur le moteur, de passer du concept à quelque chose qui fonctionne et qui communique avec le reste du jeu. Et donc voilà, et à partir de ça, on itère tous ensemble, en faisant des retours aux designers sur ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, avec les artistes pour dire, bon là, tel truc que tu veux, ça va être un peu compliqué. Ah, ça, on peut peut-être faire un peu différemment, tout en respectant ce que tu avais envie de faire. Sauf que cette théorie, vous voyez venir, elle s'applique pas partout. Et quand on est un plus petit studio comme Sandfall, la pratique, elle est complètement différente. Donc chez Sandfall, on est beaucoup moins. Là, c'est pas une équipe de 30 personnes. Enfin, c'est pas une équipe de 12 personnes juste pour faire de l'interface. Donc chez Sandfall, c'est plutôt 4 programmeurs. Et au niveau de l'interface, des gens qui faisaient de l'interface avant, c'était du coup les gameplay programmeurs, Tom et Florian qui s'en occupaient. Et ils m'ont recruté en renfort. J'arrive sur le projet, il n'y a pas tout ce monde-là. Il reste pas mal de choses à faire au niveau de l'interface. Pas de designer attitré à ce moment-là. Il y a des soucis, on a des retours d'alpha qui sont pas terribles au niveau de la maniabilité, de la navigation. Et il nous reste un an pour shipper. Il n'y a pas de UI artiste désigné, il n'y a pas de XD, pas de Figma, donc c'est un peu compliqué à ce moment-là d'avoir du contenu pour travailler. Pour tout de suite intégrer, quoi, Voilà, donc à partir de là, comme je suis pas du tout artiste, par contre, j'ai quand même pas mal bossé avec des designers, je vois à peu près comment ils travaillent, j'ai un peu des principes en tête et je joue beaucoup. Donc moi-même, je sais ce que j'aime dans les jeux en termes de navigation et d'interface, ce que j'aime pas. Je vois les retours d'alpha qui me disent ça on aime, ça on n'aime pas. Donc qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on change. C'est un travail au début d'analyse que tu m'as montré sur le Miro avec ce qui marche, ce qui marche pas, les benchmarks. Ce qui marche pas, que font les concurrents. Enfin, c'est important de voir que font les AAA, que font les jeux à gros budget avec des grosses équipes, que font les indés. Et du coup, à partir de là, je me suis occupé de faire à la fois le travail de design et l'implémentation. Et c'est Nicolas, concept artiste, qui lui s'est occupé de la partie UI artist, à faire des icônes, des couleurs, des mock-ups. La map, le tarot. Voilà, la map, les icônes d'armes, les icônes de skill. De donner un cachet en fait artistique à l'interface. Moi j'ai fait des blocs gris de design et Nicolas a habillé tout ça derrière. Mais en un an, et du coup en gros c'est ça le défi, en un an il faut faire ces interfaces là et voilà, en un an avec une deadline assez serrée, avec il y a des soucis assez majeurs de retour d'alpha, de Kepler, de retour du producteur, de retour des joueurs, des testeurs et voilà, il faut redresser la barre. Alors du coup, j'en ai profité pour lui poser un petit peu plus de questions sur le design et à quel point ça a évolué du début de la production jusqu'à maintenant. La navigation et l'agencement, ça a pas mal bougé par itération successive jusqu'au résultat final. Est-ce qu'on passe par un état où tu dois sélectionner avant d'afficher la liste? Est-ce qu'on laisse la liste directement? Est-ce qu'on fait en 2 colonnes ou 3 colonnes sur le Lumina? Est-ce qu'on met des LBRB, des shoulders pour l'inventaire et le journal, ou est-ce qu'on laisse les boutons en forme de L comme sur la page du caractère? La page du caractère, justement, à la base, elle n'existait pas. Et on s'est dit, on a besoin d'une page récap sur laquelle tu peux accéder à peu près à tout.
sans forcément rentrer trop dans les détails, et qui mettent aussi en avant le personnage. C'était un peu un principe de design, c'était d'avoir le personnage toujours au centre. Il est central à l'histoire, donc il est aussi central dans l'interface. Mais il fallait que, en gros, ça détonne pas avec le reste du jeu. Oui, c'est ça. Quelque part, l'idée que effectivement ça claque et quand tu rentres, tu fais waouh, t'as un petit effet waouh. Plus important quelque part que d'avoir quelque chose qui est vraiment frictionless comme une appli bancaire, tu vois. Et du coup, il faut un peu toujours jongler entre ce qu'on cherche à atteindre d'un point de vue artistique, quitte à perdre un peu en lisibilité et en compréhension, sans que non plus on soit dans l'autre cas où c'est galère. Et faire ça, c'est risqué. Si un joueur comprend rien aux interfaces, ça peut faire des dommages collatéraux. Du coup, je me suis demandé s'ils avaient organisé des playtests pour recueillir l'avis des joueurs. Par rapport aux tests, justement, tu m'en parlais. Alors, je sais que c'est une question qu'il y a pas mal de personnes qui se posent. Il y a pas du UX designer à Sandfall. Non. Du coup, toi, il y a une partie des tests que tu faisais en interne. Ouais. Avec les personnes en interne. Ouais. Et est-ce qu'il y avait des tests externes aussi, ou, enfin, tu parlais d'une alpha, par exemple, tout à l'heure? Bah, les tests externes qu'on avait, en fait, c'était les retours des joueurs sur les builds. Ouais. Tu passes par des boîtes de tests qui, en fait, recrutent un panel de joueurs type. Ouais. Les casus, les moins casus, les hardcore, et tu leur demandes alors qu'est-ce que vous avez aimé, l'histoire vous en avez pensé quoi, les cinématiques vous en avez pensé quoi, l'interface vous en avez pensé quoi. Et donc voilà, on part de ces constats-là. Et après, moi, quand j'ai fait des designs, c'était surtout des tests en interne. J'avais pas le temps d'aller demander à la terre entière. C'était un peu compliqué de faire ça et l'implémentation et la documentation et les features qui manquent, parce qu'il y avait quand même pas mal de trucs qui devaient être implémentés en plus. Donc j'ai pas le temps. Donc je fais des tests en interne, A/B test classique. Version A 70%, version B 25%. Pourquoi on prend le meilleur des mondes dans ces cas-là. Les gens ont préféré tel truc dans la version A, ils ont moins aimé tel truc dans la version B, on fait un peu des mix. Le design, on a passé à peu près 1 mois et demi à refine jusqu'à avoir la version qu'on a commencé à implémenter. Après, bien sûr, il y a eu d'autres changements derrière. Et en gros, non, c'était vraiment toutes les semaines, je faisais un A/B test. Surtout sur là où on avait des désaccords. T'avais des types de joueurs où t'étais en mode il faut satisfaire les gens qui jouent à ces jeux-là, ou est-ce que vous aviez en gros des profils types de joueurs que vous vouliez cibler? En fait, quand on a parlé dans ta vidéo, finalement, je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'ils font ça des fois. C'est un peu ce que je me suis dit. Ah oui, c'est vrai qu'ils font des profils types de joueurs. Et non, comme je t'expliquais, moi, le profil type de joueur, c'est moi, c'est Guillaume, on est des gros joueurs. Et du coup, c'est un peu, faut que ça nous plaise à nous. C'est un peu tout le jeu, il faut que ça plaise à l'équipe en général. Enfin, c'était un peu ça, le motto du studio en général, c'est il faut que ça nous plaise, il faut qu'on joue au jeu en ayant envie de jouer. Il faut qu'on fasse le jeu en ayant envie de jouer. Et du coup, de mon côté, c'est un peu ça aussi. J'ai fait l'interface parce que c'est ce que j'aime et ce qui correspond à mes attentes à moi en termes d'interface. J'ai beaucoup joué à World of Warcraft, j'ai beaucoup joué à des jeux où tu peux modifier toute l'interface toi-même en bidouillant. Et du coup, moi, j'ai fait un truc qui me plaît avec une organisation qui correspond à mes critères. À la base, c'est moi la cible. Donc c'est un peu... C'est honnête. Voilà, je vais être honnête. À la base, c'est moi la cible et je suis un hardcore gamer. Donc il y a toujours quelqu'un qui est pas d'accord. Et c'est un domaine en général, l'expérience utilisateur, où ça dépend de l'utilisateur. T'as toujours des avis différents. C'est impossible de prétendre vouloir satisfaire tout le monde. Donc tu fais au mieux. Quand t'as pas le temps, tu satisfais les gens avec qui tu travailles et les gens qui prennent des décisions en priorité. Et tu tranches. Et tu tranches, voilà. Et là-dessus, je trouve ça dingue. Réussir à lancer un jeu qui rencontre autant de succès sans même prévoir qui va toucher exactement et simplement en se disant il faut que le jeu plaise à l'équipe, c'est ouf. Et je vous dis ça parce qu'il y a beaucoup de studios qui se sont complètement plantés justement parce qu'ils avaient pas du tout identifié à qui le jeu allait plaire. J'avais fait une vidéo justement sur Legburg Legacy qui expliquait à quel point ils avaient pas du tout réfléchi à la cible de leurs joueurs et qu'à cause de ça, le jeu avait hyper mal démarré. Et au contraire, il y a d'autres jeux qui justement ont tellement bien ciblé leur cible de joueurs, comme Outer Wilds, qu'ils ont excellé dans la cible qu'ils ont visée. Et en vrai de vrai, s'il y a des devs et des designers qui passent par là, de petits ou de gros studios, je serais hyper curieuse de savoir comment ça se passe chez vous. En tout cas, ce qui a sauvé de fou l'équipe Sandfall, c'est leur capacité à cutter et à se concentrer sur le principal. Est-ce qu'il y a des idées de Nico, tu vois, vous étiez en mode vas-y, on a trop envie de faire ça, mais juste il y avait pas du tout. Ah oui, je te dis, il y en a eu plusieurs. Les dialogues, on voulait repasser dessus. La timeline sur le côté, on voulait repasser dessus. Le gramophone, actuellement, c'est juste un dialogue un peu basique. On voulait essayer de faire un menu un peu chiadé. Et ça, c'est tout des choses que vous avez mis de côté en vous disant là, c'est trop la merde par rapport à... On n'a pas le temps. Et en fait, dans ces cas-là, tu prévois tes idées
et tu cut. En fait, on a fait un peu du triage. Quelles sont les choses qui marchent pas, qui marchent vraiment pas et qu'on veut changer? Qu'est-ce qu'on se dit, tant pis. Mais ça, en vrai, c'est trop important. Genre, souvent, t'as des histoires de studios qui se sont accrochés de fou à une idée qui, en fait, sert pas forcément le gameplay ou le jeu et qui, du coup, les met dans la sauce. Et là, au final, vous, j'ai l'impression que quand vous m'en parliez, il y a plein de choses, vous avez su dire, ça, c'est non. Ça, c'est techniquement, ça sera trop long. Ça, pas le temps non plus. On valide pas. Des décisions assez rapides. Et c'est un point qui a été soulevé après la sortie du jeu en positif en fait de la production. Une capacité à cutter des features, n'importe quel domaine, que ce soit gameplay, feature gameplay, enviro, des levels. On préfère se focaliser sur ce qui marche et sur ce qu'on a déjà et à l'améliorer et à polish et à fixer les bugs plutôt que de rajouter un peu du bloat qui va pas forcément aider et sur lequel on va peut-être galérer. Et en parlant de tout ça, ça m'a fait me poser une question. Qu'est-ce qui a été la plus grosse contrainte, la plus grosse difficulté que Victor a rencontrée? J'ai eu des trucs, c'était des plays, mais globalement, pas trop. Okay. En fait, c'était globalement des systèmes assez simples. Il n'y a pas vraiment de gros soucis, à part la navigation, qui est probablement le truc qui m'a posé le plus de problèmes. Au-delà de l'aspect design de la navigation, qui m'a posé le problème de la navigation, c'est la technologie de la navigation. J'ai l'impression que techniquement parlant, il y a rien où vraiment t'es en mode, ça c'était un calvaire de fou. J'ai l'impression que ce qui a été plus galère, c'est de se dire comment faire pour bien faire comprendre les Pictolumina juste avec l'interface. Sans passer par potentiellement des tutoriels qui ont été rajoutés à la fin. Tu vois, c'est tout ce que on se disait ensemble, c'est que genre toute la partie tutoriel, si tu veux l'intégrer de manière diégétique et fluide, c'est un truc qui doit être imaginé vraiment en amont. Ça doit être fait dès le début. En arrivant un an avant justement le lancement du jeu et te dire il y a encore les interfaces qui sont pas prêtes et il faut les faire et on redémarre une phase de benchmark. Tu peux pas caler en même temps le tutoriel à ce moment-là, quoi. C'est compliqué. C'est vrai que t'as un peu un mur de tuto au début qui fait que je pense qu'il y a pas mal de gens qui passent un peu, Il y en a qui lisent énormément et je pense qu'il y en a beaucoup qui essaient de lire mais qui retiennent pas tout. Je comprends t'as une surcharge d'informations. Quand tu commences, effectivement, on te présente tous les trucs, tu ouvres le menu, il y a 6 pop-up qui pop, tu combats le portier, le feu ça brûle, il y a une surcharge d'informations et du coup c'est vrai que c'est un peu compliqué. Au bout du retour de bêta où les gens comprennent pas trop comment ça fonctionne parce qu'il n'y a pas encore les tutos, on blinde de tutos. Et ça c'était 6 mois avant la sortie du jeu, Et ça fait court et du coup tu te retrouves dans une situation où est-ce que tu lances le jeu et les gens se débrouillent ou tant pis, tu blindes de tutos et certes le début il va être un peu indigeste, mais tu te dis bon c'est compensé par la narration, les cinématiques et donc malgré le mur de tutos, les gens vont quand même accrocher au jeu et passer un peu outre ce défaut. Tout ça. Et ce qui est le cas en plus. Et en fait c'est un peu quel défaut tu choisis. Le défaut de j'explique rien et tu te débrouilles ou le défaut de tu vas bouffer du tutoriel. Il faut pas que l'interface soit un frein, un gros point noir au reste. Tant pis si elle est pas exceptionnelle. Tant pis si effectivement il y a des choses améliorables. Tant pis si le design n'est pas révolutionnaire. Il faut juste pas que ça plombe le reste du jeu. Que j'ai des 25% de retours négatifs sur Steam. Pourquoi l'interface est horrible. À ce moment-là, comme Victor commençait à parler des problématiques rencontrées et des solutions et des actions prises en conséquence, j'en ai profité pour lui demander pour chacun des problèmes identifiés dans ma vidéo ce qu'il en était réellement. C'est bien beau de relever les problématiques comme moi je l'ai fait, mais le contexte et les raisons m'intéressent vachement plus. Est-ce que c'était des choses dont Sandfall était au courant? Est-ce qu'ils ont décidé de faire tel quel? Est-ce qu'ils ont pas eu le choix, pas eu le temps de changer? Ou est-ce que c'est autre chose? Tout ce qui est accessibilité et contraintes visuelles. Donc il y en a, tu vois, genre qui reprochent un manque de contraste, de visibilité et tout. C'est un truc qui était voulu, quelque chose auquel vous aviez pas forcément pensé en amont, ou est-ce qu'il y a une raison particulière en mode c'est pas grave? Je pense que c'est les deux. Il y a une partie intention sur l'art, la disposition, comment c'est agencé. Il faut que ça claque, quitte à perdre un peu en lisibilité. Mais il y a une partie vous saviez pas forcément. Expérience en fait. Moi, comme je dis, je suis pas designer et je découvre, j'apprends sur le tas. On n'a pas de guidelines externes. Par exemple, on a eu un peu d'aide de consultants en Chine qui s'occupaient du marché chinois, qui nous ont dit les fonts en chinois ça va pas. Et vous pourriez peut-être changer ça. Et donc du coup voilà, on a pris les retours qu'on avait. Typiquement, je te dis les textes et la localisation, ça a été un peu une galère. Nous, pour que ce soit joli, on a mis tout notre texte dans des petites boîtes, des petits boutons sympas, des colonnes avec des colonnes, des grilles un peu stylées. Sauf que quand agilité, c'est Geschichtlichkeit en allemand, c'est pas du tout le même truc. Pratique. Du coup, ça pose des soucis. C'est pour ça que des fois les textes sont un peu petits parce que on se retrouve avec des textes, notamment en français, qui sont assez longs, qui du coup doivent passer sur 2 lignes, en les scalant un petit peu plus bas pour que ça rentre. Que j'ai découvert sur le tas parce que c'est un travail qui avant était fait entièrement par les designers. Sauf que quand c'est toi qui dois le faire, c'est un autre et que tu ne maîtrises pas forcément tout le procédé de création de ces guidelines et les raisons pour lesquelles tu les fais comme ça.
et que derrière Nico qui lui est concept artiste, il veut faire des trucs qui sont stylés et qui claquent, et Guillaume sur là on veut faire des trucs stylés qui claquent. Il y a des points où ça coince et les textes typiquement ça coince. Pas aidé par le fait que comme je t'ai dit je suis un gros joueur PC, gros joueur PC, pas de lunettes, pas de problème de vue quel qu'il soit. Et il y a des trucs tu les anticipes. Il y a des trucs qui sont plus faciles à anticiper que d'autres, et il y a des trucs qui sont bien évidemment revenus plus vite que d'autres, la télétexte typiquement. Et en fait, à partir du moment où tu es enfermé un peu dans un carcan de c'est joli, il faut des boutons, des machins, des cadres, etc. Et ben c'est plus compliqué de tout scaler. Du coup, c'est très en termes de retour d'expérience, c'est super enrichissant parce que il y a beaucoup de commentaires où je suis d'accord sur le fait que ça va pas ou que c'est améliorable. Autant il y a des trucs où je vois la solution tout de suite, la taille des textes. Vraiment, là j'ai à peu près une bonne idée de comment la prochaine fois je ferai en sorte que ce soit moins problématique. Autant il y a des trucs, il va falloir s'y prendre beaucoup plus en amont, mais on apprend de nos erreurs. Et surtout ce qui est navigation et l'organisation de l'info, on en avait parlé. Toi, l'objectif c'était de te dire vraiment on met le personnage en avant et donc du coup la UI la UI entoure le personnage. Ok. Et tu me parlais aussi dans la build de naviguer très vite. En fait, c'était un peu le problème qu'on avait dans la build où quand je suis arrivé, c'est qu'en fait le temps d'action avant d'arriver quelque part où c'était important était beaucoup trop long. Trop d'actions. Toi, t'avais la règle des 3 actions max pour commencer à faire un truc. 3 clics max pour commencer à faire un truc. Et des clics séquencés faciles. Pour la page de build, le récap global, tu vas sur le picto, il n'y a pas le tooltip, t'appuies et genre ça t'emmène sur le picto, mais il n'est pas présélectionné. C'est quelque chose où tu m'as montré sur les différents écrans que vous aviez imaginé plein de choses. À un moment, tu me montrais juste à les pictos, dessus, t'as toute la colonne. Il y a une liste, la liste qui s'ouvre, Au final, aujourd'hui, pourquoi vous avez fait en sorte que ce soit tout affiché en même temps? Pour avoir un coup d'œil rapide sur toute la liste. Et en fait, surtout, il y a un moment dans le jeu, tu ramasses un peu plein de pictos qui augmentent de niveau. Et du coup, quand tu rentres dans le menu, ils sont payés par level par défaut et tu vois tout de suite, j'ai un nouveau picto fort qui a 0 que j'ai pas appris, tu vois. J'ai 3 pictos forts. T'es pas bloqué d'abord par voilà tes slots de pictos. Choisis-en un. Et ensuite tu vas pouvoir voir la liste et avoir des infos sur ce que t'as ramassé. Sur l'arbre de compétences. Ça pareil, tu m'as montré pas mal de trucs au final, de choses que vous avez testées et tout. Et tu m'avais montré toi qu'à un moment, t'avais testé de faire en sorte que tu cliquais sur le skill que t'avais débloqué. Et en fait, au lieu d'aller dans la page des skills pour te permettre d'assigner ton truc, tu as juste les 6 skills qui pop comme ça, un peu en pop-up, et tu peux sélectionner le slot dans lequel tu veux le mettre. Ça, effectivement, c'était un peu l'idée à la base. Et je me suis dit, en fait, tant pis, j'emmène le joueur jusqu'à l'interface dédiée pour. Ça évite d'avoir 2 écrans qui ont la même fonction. Enfin, deux interfaces. Fonctionnements, quoi. 2 bouts d'interface qui ont la même fonction. Et tu me disais que, c'était hyper important que vous ayez ce 2 colonnes x 3 lignes pour que ça matche vraiment ce qui se passait en combat. Et que tu puisses choisir exactement où placer ton skill. Et une fois que Victor m'a raconté tout ça, j'en ai profité pour lui faire retester mon prototype et qu'il me donne son avis dessus. Après tout, j'ai donné mon avis sur son design en vidéo. À son tour de juger le travail que j'ai réalisé en 1 mois. Toi, genre par rapport au proto que je t'ai envoyé, est-ce que tu tèches direct ou tu te dis non, c'est mort? Et qu'est-ce que potentiellement tu gardes s'il y a des trucs qu'il y a à garder? Les trucs que je teste direct, c'est comme je te dis, la navigation en tac comme ça là. Ça non. Et qui prend plus de place par rapport au personnage que toi tu veux plus mettre en avant. J'ai vraiment du mal. Et en plus, pour moi, vraiment sur cette page-là, il y avait vraiment un côté, le personnage est au milieu, l'interface, et elle est autour. Et le met en valeur en fait. On fait le point central. C'est un peu pour ça que t'as 2 colonnes comme ça et des lignes comme ça. C'est genre le personnage il est là, il est stylé, il est au milieu et c'est lui le truc important. Les pictos, t'aimais moins aussi. Genre, en fait j'ai du mal avec le fait d'enlever le truc de la liste. Pour moi le fait qu'ils sont violets, ça montre suffisamment que c'est équipé. Ça te permet aussi, tu l'as mis en favori, c'est un favori, donc après c'est par favori, ça fait un peu bizarre de l'enlever. J'avoue. Les Lumina, en fait c'est un peu difficile. D'un côté je suis en mode j'aurais dû faire un truc plus similaire aux pictos et qui rappelle plus les pictos en mode l'un et le penchant de l'autre. De l'autre côté en fait si je fais ça, les joueurs ils vont encore moins les différencier maintenant. Mais je pense que ce que tu as fait, le LTRT sur Picto Lumina, avec une vraie distinction un peu visuelle, là ça sera mieux. Le bouton que j'ai placé en bas à droite en mode regardez, vous pouvez éditer vos pictos sur le côté. Il est un peu bancal, il marche pas très bien et au final avoir un vrai gros truc genre onglet 1, onglet 2. Après la liste des Lumina, je pense que c'est aussi un truc que je garderais, ta liste des Lumina. Tu veux dire tu serais en mode... En fait j'aurais dû mettre juste un bouton Lumina et genre tu rentres dans ta catégorie. Et tu rentres dans ta catégorie. Et le problème c'est qu'en fait pour une histoire de consistance, si je faisais ça là, il faut le faire sur les pictos. Il fallait le faire sur les autres.
comme je voulais mettre des tooltips, et ben voilà, ça marche pas trop, c'est un peu galère. Il y a toujours cette contrainte entre la consistance et le design. Et au final, cette phrase, elle résume pas mal tout. Je l'ai déjà dit, mais c'est assez simple de venir après coup et de faire des suggestions. Je le dis aussi bien pour moi que pour les joueurs et les joueuses. Mais la réalité, c'est que si les interfaces, elles sont faites en 3 ans et pas en 1 mois, c'est pas pour rien. Il y a des choses que les joueurs et les joueuses remontent en se disant que potentiellement c'est améliorable très rapidement, et ça l'est peut-être, mais il y en a d'autres qui sont bien plus contraignantes. Et tant qu'on le voit pas, tant qu'on n'est pas dans le studio avec les personnes pour le comprendre, je vous jure que c'est dur. Il y a vraiment des trucs quand j'étais en studio de jeux vidéo où je me disais mais ça c'est hyper simple, ça devrait être fait en 2 minutes, ça prenait 3 semaines, et d'autres choses où je pensais que ça prendrait 3 semaines, ça prenait 2 minutes. Quand moi j'amenais à Victor des règles connues en UX et en accessibilité, lui me parlait d'une envie de faire une direction artistique bien singulière et marquante. Et quand on est une petite équipe comme Sandfall, il y a un moment où si on veut pas passer 10 ans à produire un jeu, il y a un choix à faire. Cependant, je tire quand même pas complètement une balle dans le pied des UX designers qui peuvent venir tôt dans la production pour donner des conseils, pour aider à mieux équilibrer entre ergonomie, accessibilité et art pur. Mais certes, c'est un certain coût et c'est du temps supplémentaire. Si je dis ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont persuadées que si on fait une bonne UX, c'est la UI qui va prendre, alors que c'est pas forcément vrai. On peut faire une UI atypique avec une UX qui fonctionne, mais c'est un travail qui se fait à plusieurs. C'est quelque chose qui doit s'anticiper très tôt. Moi, si je dois faire une conclusion, j'ai trop kiffé tout ce que tu m'as montré, toutes les discussions qu'on a eues mardi et tout aujourd'hui, ce que vous m'avez montré avec Nico, la doc et tout que vous avez fait. Enfin, je le répète là, mais je trouve que c'est hyper intéressant d'être confronté justement à qu'est-ce que c'est le jeu, qu'est-ce que des gens vont s'imaginer en mode c'est évident, mais en fait de voir la réalité de la chose. Il y a des humains derrière. Exactement, il y a des humains derrière, ça prend du temps, pas forcément toutes les personnes qu'on imagine sur le projet. Et donc du coup de voir au final que c'est toute une UI qui a été retravaillée, imaginée, que toi je te vois faire les tests utilisateurs, le Miro, le Figma, le prototype et tout ça, hyper intéressant. Et encore une fois, je trouve que toute la manière que tu as de réfléchir, de raisonner, de te dire comment je pourrais faire différemment pour la suite et tout, c'est trop cool quoi. En conclusion, je dirais juste hyper intéressant. Ouais, bah merci. Moi aussi, c'est un plaisir de parler de ça. On en parle pas forcément. Non. Merci. C'était trop sympa. Merci à toi, c'était super cool. Si j'ai lancé cette série, c'est pour montrer ce qui est faisable en UX design, mais aussi confronter ces idées à la dure réalité de la production et donner la parole aux développeurs et aux designers. Pour que vous, les joueurs et joueuses, ou même les développeurs et designers d'autres studios, puissent voir comment ça s'est réellement passé. Alors, ça veut pas dire qu'il faut rien dire, tout laisser passer et accepter n'importe quel design, bien évidemment. Mais je trouve ça important de quand on apporte un regard critique sur des interfaces ou sur un jeu de manière générale, on puisse savoir ensuite la version des designers et des développeurs. Grâce à vous, aujourd'hui, j'ai pu faire cette interview en direct et avoir toutes ces informations, alors pour ça, merci beaucoup. J'espère que cette série vous plaît, que vous apprenez des choses et surtout que je pourrai la continuer en rencontrant toujours plus de designers et de développeurs. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, soirée, midi, week-end, peu importe. Lâchez votre meilleur like, votre meilleur commentaire, votre meilleur partage, bref, comme ce que vous faites d'habitude et je vous dis la bise!